il y a le fait que peu d'hommes politiques en France en réalité sont poursuivis, parce que les magistrats ne sont pas indépendants, les procureurs sont nommés par le ministre de la Justice. Fabrice Risoli, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Fabrice Risoli, j'interviens en tant que président de cette nouvelle association Crime Halt. Crime Halt comme alternative, donc une association qui vise à freiner le crime organisé et toute forme de criminalité professionnelle en proposant une alternative, c'est-à-dire en impliquant les citoyens contre la criminalité. Et une des mesures phares que nous proposons, mais ce n'est pas la seule, c'est l'utilisation sociale des biens confisqués. D'accord. Et vous êtes venu en compagnie de Stéphane Valero, oui, bonjour. Valero. Donc, moi je suis le responsable donc, du pôle bien confisqué de l'association Crime Halt, dont Fabrice est le président comme il l'a dit. Nous sommes là donc pour essayer de faire en sorte que dans les mœurs françaises et dans les mentalités françaises, ça change. Et donc grâce à tous ces biens confisqués, nous espérons qu'ils seront redistribués, comme dans certains pays européens, notamment l'Italie, qui est un exemple flagrant, à la société civile. Voilà. D'accord. Donc là, on est avenue Foch, au 42. Pourquoi sommes-nous ici? Effectivement, j'ai voulu vous conduire ici, avenue Foch, car c'est une adresse hautement symbolique. Derrière nous se situe l'hôtel particulier, saisi au fils d'un dictateur africain. Et parmi les multiples biens qui lui ont été saisis, cet hôtel me semble très important car en France, lorsque les biens sont saisis, ils sont revendus. L'État en devient propriétaire et ils sont revendus, donc l'argent rentre dans les caisses et on en fait des choses bien. C'est une manière de faire, mais ce n'est pas la manière la plus adaptée pour lutter contre la criminalité professionnelle. Le bien qui est derrière nous, l'hôtel particulier qui se situe derrière nous, devrait être redonné à la société civile. Ici, il devrait y avoir, effectivement, une résidence universitaire pour jeunes Africains qui font leurs études, mais toute autre chose possible aussi, une maison pour handicapés, d'accueil. Ça se fait en Italie. La Commission européenne demande de le faire. Donc c'est pour ça que je vous ai amené ici, avec quand même un regret, c'est que du fait de la médiatisation et de la participation d'autres associations comme Transparence Internationale, Anticorps, etc., l'adresse est connue. L'adresse du fils du dictateur africain qui avait son hôtel particulier est connue. C'est pour ça que j'ai pu vous amener ici. En revanche, les milliers d'autres biens qui sont saisis en France, on ne connaît pas l'adresse. Et ça, c'est un vrai problème, car j'aimerais aussi vous amener vers d'autres lieux où on pourrait dire « Ceci est un bien qui appartenait à un criminel en col blanc, à un gangster corse. Il faut que ça devienne une école de la deuxième chance. » D'accord. Donc pourquoi, selon vous, il y a ce manque d'information? Il y a ce manque de transparence, pourquoi? Alors tout d'abord, il y a un manque de transparence de la part des institutions françaises, et je suis bien placé pour le savoir. Nous avons un problème de communication, c'est-à-dire que tout est en diffusion restreinte. Contrairement à d'autres pays, j'en reviens encore une fois à l'Italie, mais bon, voilà, l'Italie diffuse massivement et publiquement tous les comptes rendus de tribunaux qu'il y a, et donc les adresses, enfin, il y a tout ce qu'il y a à savoir sur une procédure engagée, ce que nous ne sommes pas capables de faire en France, et c'est d'ailleurs pour ça que je parlais tout à l'heure en parlant des biens confisqués, de changer les mentalités. Ce n'est pas non seulement les mentalités de la société civile, mais aussi des institutions françaises qui sont très cloisonnées et qui malheureusement, même entre elles, ont un manque de communication flagrant. D'accord. Tout à l'heure, vous parlez de délinquants en col blanc. Donc lorsqu'on parle de biens mal acquis, on parle souvent des dictateurs africains. Mais pourquoi ne parle-t-on pas des politiciens français? Est-ce qu'il y a des saisies sur les biens immobiliers de politiciens français ou pas du tout? Non, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a eu une espèce de publicité énorme du fait que c'était le fils d'un dictateur, du fait que d'autres associations s'étaient engagées dans ce processus. Car en fait, il faut se souvenir de l'historique de ce bien. Pendant 10 ans, la justice française a d'abord refusé de poursuivre le dictateur africain et de saisir ses biens, parce qu'elle n'avait pas intérêt à agir. Donc il a fallu 10 ans de procédure, et aussi de changement de mentalité, pour qu'enfin on puisse faire une procédure contre ce dictateur africain, les membres de sa famille, et saisir les biens. En réalité, les autres biens, on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur adresse, mais il en existe énormément qui appartiennent à de criminels français. En revanche, la question que vous me posez sur les élus,
il y a des raisons structurelles qui font qu'on confisque peu. D'abord, il y a énormément de délits sur lesquels la confiscation n'a pas lieu d'être. Les délits d'atteinte à la probité, le délit de favoritisme, emploi fictif, les délits de piratage de marchés publics. Donc, déjà, la confiscation n'existe pas. Ensuite, en droit français, la confiscation n'est pas obligatoire. Il est écrit le juge peut et non pas le juge doit. Encore une fois, en Italie, la confiscation est obligatoire. Alors, elle est obligatoire souvent pour le crime organisé, les mafias et d'autres activités. Elle n'est pas tout le temps obligatoire. Mais ça change beaucoup. Enfin, il y a le fait que peu d'hommes politiques en France, en réalité, sont poursuivis. Parce que les magistrats ne sont pas indépendants. Les procureurs sont nommés par le ministre de la Justice. Voilà. Couplé à d'autres choses, on a peu de condamnation de nos élites politiques en France et on a donc peu de confiscation. Mais il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a que de la confiscation de biens de dictateurs africains. D'accord. Oui, mais ce que je voulais entendre, c'est qu'on n'entend parler que de ça en fait. Et pas vraiment des saisies immobilières sur certains hommes politiques français. Et c'est vraiment, il y a ce manque de transparence, c'est assez difficile quand même pour les... Comme le responsable du pôle bien confisqué le disait, c'est un problème d'institution. C'est-à-dire que les institutions françaises, à tort ou à raison, pensent qu'elles s'occupent déjà de ça. Et nous, la société civile, nous n'avons pas à nous en occuper. Précisément, notre association veut renverser cette manière de penser. Et nous estimons que nous, la société civile, nous avons un rôle contre la criminalité. Et quels vont être vos moyens d'action pour changer justement ce... Ah ben très clairement, ce que nous faisons aujourd'hui, le lobbying dans des conférences, le lobbying par des écrits, ou alerter la presse sur le besoin de changer de mentalité. Bien sûr, nous avons d'autres projets d'intervenir dans les écoles, comme ça a déjà été fait grâce à l'ONG Flair, qui a permis pendant 4 ans de faire quelques activités. Donc, et donc comment envisagez-vous la suite alors ça va être un long combat quand même, vous avez peu de moyens par rapport à ces structures quand même. Alors, pour ce qui me concerne en tant que président de l'association, il est très clair que l'objectif c'est d'élargir au maximum le nombre d'adhérents qui souhaiteraient s'impliquer dans cette association, qui en comprendraient l'importance. Il y aurait plein de choses à faire. Accueillir la caravane pour la légalité, qui est un projet européen, faire du 21 mars, la journée des victimes du crime organisé en Europe. Il y a des choses à faire. Mais en particulier sur les biens confisqués, il y a des recherches à faire et je vais passer la parole à Stéphane. Donc vous, quels sont vos moyens selon vous On va dire que c'est des moyens tout simples, hein. On va dire que c'est plus de matière de renseignement. Donc il faut établir un réseau de contacts, avoir des écrits. Donc ça c'est le plus dur, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'évidemment tout n'est pas rendu public. Mais malgré tout, grâce au réseau de contacts qu'on peut avoir, notamment avec Anticorps, Transparence et beaucoup d'autres qu'on peut avoir, on peut arriver à avoir des informations et ces informations vont transpirer petit à petit, mais ça va être un effort de longue haleine. Voilà. Ce qu'il faut comprendre aussi en France, c'est que on n'a pas la mentalité, comme je le disais tout à l'heure, de vouloir modifier le code pénal comme ça a été fait en Italie, parce que bon, faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, on parle d'association de malfaiteurs et pas d'association mafieuse. Donc déjà, dans le dialecte, le mot mafia est un petit peu proscrit. Donc ça aussi, il faut arriver à le changer. À partir de ce moment-là, on va arriver à sensibiliser beaucoup plus de monde et j'espère qu'on va avoir des informations beaucoup plus probantes que celles qu'on a aujourd'hui. Mais ça va être, comme disait Fabrice, ça va être un travail de très très longue haleine, mais on est motivé et on est là pour ça. Hein. Donc le mot de la fin pour encourager les spectateurs à soutenir votre projet. Le mot de la fin, c'est que Crime Halt comme alternative, n'aurait pas vu le jour si des jeunes m'avaient pas sollicité en disant « Fabrice, on sait que tu veux faire une association et on veut t'aider ». Parce que très clairement, ça fait 4 ans déjà que je milite avec des gens à mes côtés, mais sans association, pour changer, pour qu'on ait un délit d'association criminelle, pour que le décret pour les collaborateurs de justice soit signé, il est enfin signé, pour qu'on ait une réutilisation des fins sociales. On organisait des événements, vous connaissez bien Etikando, où il y avait des produits qui sont faits par des coopératives sur des terrains confisqués en Italie, mais il manquait une association, et ce sont
des jeunes qui sont venus me voir en disant « Cette association est importante, on veut la faire ». Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui l'association existe. C'est ça le message. Il faut qu'il y ait un maximum de gens qui se sentent concernés. Le bien qui est derrière moi doit revenir à la société civile. Parce que sinon, je le rappelle, il est normal que la lutte contre les criminels reste du domaine de la police et de la magistrature. Il est normal que chacun ne fasse pas la loi dans son coin. Donc, quelle est la seule manière d'impliquer les citoyens contre la criminalité? C'est de leur donner en gestion un bien qui est confisqué, qui reste que du domaine de l'État. Et par exemple, une mairie dit, voilà, j'ai un pavillon qui est saisi, à Argenteuil par exemple, je vais en faire une école de la deuxième chance. Et là vraiment, par exemple, les gamins des banlieues sentiront que pour une fois, le crime ne paie pas. Pour une fois, la répression tourne en leur faveur. Oui, c'est-à-dire que nous ne voulions pas dire de bêtises, de généralités gratuites. L'immeuble était immense, on voulait savoir si on pouvait savoir si tout l'immeuble avait été confisqué ou pas. Donc on apprend que c'est la moitié de l'immeuble, du 42. Qui correspond à 8000 m². Qui correspond à 8000 m², qui a bien été saisi et confisqué, d'après ce qu'on nous dit. Et aujourd'hui, c'est devenu l'ambassade de la Nouvelle-Guinée équatoriale. C'est-à-dire que si je comprends bien, l'État français qui avait intérêt à agir a enfin fait un procès, a obtenu la confiscation de biens et l'aurait revendu donc à l'État qui lui-même avait en gros commis des infractions qui permettaient aux dictateurs de s'enrichir. On voit là tout le problème, si vous voulez. Bien sûr, maintenant c'est une ambassade, c'est mieux qu'un hôtel particulier d'un fils d'un dictateur qui étale sa richesse. Malgré tout, comment voulez-vous changer les mentalités si ce bien qui avant était le bien de la prédation, le bien des trafics, le bien d'une élite qui prend tous ses biens aux citoyens, et qu'aujourd'hui c'est juste une ambassade du même pays? Il y a quelque chose qui ne va pas. Très clairement, là, voilà. Nous, on aurait voulu que sur ces 8000 m², on ait une école hôtelière et que les jeunes, africains ou pas, viennent apprendre un métier. Et là, au moins, les jeunes des quartiers auraient dit, avenue Foch, voilà, moi j'ai de l'avenir grâce à la confiscation. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, tout à fait, je partage ton avis, d'autant plus que on est en droit de se poser la question, est-ce que ce bien a réellement été revendu? Est-ce qu'il y a eu un petit arrangement entre amis? En gros, on saisit un pays pour lui redonner. Donc grossièrement, c'est ce qui s'est passé. Donc on est un petit peu surpris, et d'autant plus avec une telle surface, parce qu'on ne s'attendait pas à 8000 m² non plus. Donc c'est un petit peu... On peut pas sensibiliser la population et la société civile française en faisant des actes pareils. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être encore une fois un travail de longue haleine. Oui, parce que, regarde, ça a été saisi au nom de le dictateur africain exploitait sa population, il s'est enrichi, il a enrichi sa famille. Voilà, l'idée de la restitution à des fins sociales, c'est qu'on aurait pu au moins le mettre au service de sa population. Alors je comprends qu'une ambassade, c'est au service de sa population, mais une œuvre sociale aurait été bienvenue. Ici, une grande résidence d'étudiants, un crous, un foyer de jeunes étudiants africains de l'Afrique subsaharienne, ça aurait eu de la gueule. Là, on aurait compris que l'État français avait vraiment joué son rôle. Alors évidemment, on peut aller jusqu'à penser que combien la vente a rapporté à l'État français. Voilà, au moins ça, on devrait au moins c'est une sorte de tour de passe-passe, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on a voulu beaucoup protéger l'image du quartier, et les relations diplomatiques. Je pense que c'est plutôt ça.